à regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire du jour nous emmène dans la banlieue d'Atlanta, aux États-Unis. On est plus précisément dans la ville de Norcross, dans le comté de Gwinnett. Située à environ 30 km au nord-est d'Atlanta, la ville bénéficie de cette position dans une métropole dynamique. Il y a du monde, il y a du boulot, une grande ville à portée de voiture, mais elle est suffisamment à l'écart pour pouvoir garder un côté plus vert, des parcs, des lacs, des forêts, etc. C'est une banlieue paisible où vivent tranquillement 18 000 habitants. C'est aussi une communauté multiculturelle, la population est diversifiée, avec des communautés hispaniques et asiatiques. La ville est d'ailleurs réputée pour ses restaurants mexicains et coréens authentiques. Et là, ça vient tout de suite caresser mes oreilles. Le K-pop Barbecue and Bar, noté 4,8 par exemple, donne très envie. De la belle viande, des grills directs sur les tables et les sublimes assiettes colorées de Banchan, ça fait rêver. On a aussi la Taqueria Taco Shop qui sert des tacos sauce piquante alléchants. Parenthèse bouffe fermée. La vie à Norcross est agréable, la majorité des habitants sont propriétaires de leur maison, et entre les parcs, les restaurants, les activités du week-end sont vite prévues. Un bon repas suivi d'une balade dans la nature, quoi de mieux pour le corps et pour l'esprit. Les amateurs d'art peuvent aussi flâner dans les rues du centre-ville et admirer des fresques de street art ou se promener dans des galeries. Un rythme de vie doux et loin de la frénésie de la grande ville. Et pour les plus courageux, on a aussi la Netherworld Haunted House, une des maisons hantées les plus réputées des États-Unis. On est sur un format maison hantée type attraction, attention, c'est pas Amityville, hein. À Norcross, le taux de criminalité est plus bas que celui d'Atlanta, mais la probabilité d'être victime d'un crime violent y est environ 38% plus élevée qu'à l'échelle de l'État de Géorgie. Heureusement, on peut compter sur les forces de l'ordre pour protéger la population avec professionnalisme et impartialité. En fait, non. L'affaire d'aujourd'hui va nous prouver tout l'inverse. Du début à la fin, la police n'est pas d'un grand soutien, les manquements vont être nombreux et les conséquences vont être terribles. Dans ce cadre, en apparence idyllique, un soir d'été, un crime odieux va avoir lieu. Une trahison infernale qui va ébranler la confiance de toute la communauté envers ceux qui sont censés les protéger et les servir. Nous sommes le mardi 26 juillet 2022, c'est les vacances d'été, il n'y a pas d'école. Susana Morales, 16 ans, profite de son temps libre pour aider sa mère à son travail, histoire de se faire un peu d'argent. Elle profite ensuite de ses après-midi et de ses soirées pour faire ce que font la plupart des adolescents, traîner les uns chez les autres, aller se balader, faire des activités, regarder des vidéos sur TikTok, etc. Ce jour-là, Susana rentre chez elle vers 16 h après sa journée de travail. À 18 h, elle prévient sa mère par SMS, elle sort, elle va chez une amie qui habite dans le quartier. Et Susana, elle est comme ça. Elle est très raisonnable, très responsable. Elle prévient toujours sa mère de ses déplacements, elle respecte les heures de couvre-feu, elles ont même instauré une habitude entre elles, quand Susana est dehors, elle active l'application Live 360, que sa mère puisse la suivre. Live 360, c'est une appli de localisation, mais pas que. L'appli est décrite comme un réseau social familial, elle est généralement utilisée donc en famille et avec les amis proches. Elle permet de voir l'emplacement de ses proches, de recevoir des notifications lorsqu'ils arrivent ou quand ils quittent un lieu désigné. L'application permet aussi d'être alerté si on a besoin d'aide. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'affaire Young-Suk Han, c'est clairement grâce à cette appli que... je te spoile pas, je te laisse regarder la vidéo si c'est pas déjà fait. Vers 21h30, Susana se prépare à rentrer chez elle. Le temps de mettre ses chaussures et de discuter à la porte avec sa copine, elle envoie un SMS à sa mère à 21h40. « Je suis en route ». Elle active Live 360 et elle se met en chemin. Son amie Kelly habite à un peu plus d'1 kilomètre de chez elle, donc il y en a pour à peu près 15 minutes à pied maximum. Ce trajet, Susana l'a fait des dizaines de fois. Mais à 22 h, l'adolescente n'est toujours pas arrivée chez elle. Sa famille tente de la joindre en vain, et quand Kelly, sa copine, confirme que Susana n'est plus chez elle depuis 21h40, la famille commence sérieusement à s'inquiéter. Mais avant d'aller plus loin, qui est Susana Morales ? Susana Morales naît le 24 juin 2006 à Atlanta, en Géorgie. Elle est la plus jeune d'une sororité de 3. Ses parents s'expatrient du Mexique pour offrir à leurs enfants une vie meilleure. Et Susana en est très consciente et elle travaille dur pour les rendre fiers. Elle étudie au lycée Meadow Creek, elle est décrite par ses professeurs comme une élève studieuse. Elle est particulièrement douée en mathématiques et elle veut devenir comptable. Susana fait partie de l'équipe des cheerleaders de son école, elle est très fière de ses origines mexicaines, passionnée de cuisine, elle passe des heures à apprendre les recettes traditionnelles familiales avec sa grand-mère. Elle est aussi passionnée de musique, elle apprend seule à jouer du ukulélé.
Avec sa meilleure amie, elles s'entraînent, elles se prennent en vidéo à jouer du piano, du ukulélé, à chanter ensemble. Susanna, c'est une adolescente talentueuse, elle est drôle, elle est attentionnée avec ses amis, avec sa famille. Son compte Instagram montre celui de la vie d'une adolescente ordinaire. On y voit des photos avec ses amis, des moments en famille, des selfies devant un miroir, etc. Depuis mai 2022, Susanna est en couple avec Axel. Les deux se rencontrent à la salle de sport. Axel la voit et il tombe direct sous son charme. Il lui demande son numéro de téléphone, elle lui donne avec plaisir, parce qu'il lui plaît aussi. Ils ont quelques dates, ils s'appellent, ils s'envoient des messages, ils se promènent, ils vont au ciné, ils vont déjeuner, bref. Un couple de jeunes ados comme on en voit beaucoup. Pendant environ un mois, ils vont apprendre à se connaître de cette façon et ils vont officiellement se mettre en couple. Ils se voient environ 1 à 2 fois par semaine, ils habitent à 10 minutes en voiture l'un de l'autre, mais comme ils ne conduisent pas, c'est souvent le père d'Axel qui fait les allers-retours pour les accompagner. Axel, il est très amoureux, et il sent que Susanna l'est aussi. Il la décrit comme optimiste, très aimante, et toujours gentille, toujours sympa avec tout le monde. Le 26 juillet, Susanna appelle Axel sur FaceTime avant de partir de chez sa copine Kelly. Elle lui dit qu'elle le rappelle quand elle rentre chez elle. Mais Susanna ne rappellera jamais son copain. Le lendemain matin, le 27 juillet, à 9 h, après avoir contacté toutes ses amies et Axel pour vérifier si Susanna n'est pas avec l'un d'entre eux, la famille de la jeune fille se rend au commissariat pour signaler sa disparition. Susanna est vue pour la dernière fois avec un jean bleu clair, un débardeur jaune clair et des crocs blanches. Et alors que Susanna est quand même mineure, au commissariat, on va répondre à sa famille qu'il est trop tôt. Revenez nous voir dans 48 heures si elle n'est pas rentrée d'ici là, et on pourra considérer qu'elle a disparu. Pour l'instant, elle est peut-être juste chez une amie ou elle a peut-être fugué, mais elle va revenir. Voilà ce qu'on leur dit au commissariat. On est quand même en 2022 et ça se passe à peu près au même moment qu'une autre affaire dont je parle sur cette chaîne, Catalina Gutiérrez, je te mets un lien à l'écran. Alors certes, on n'est pas dans le même pays, mais c'est à se demander si la police ne considère pas selon leur humeur du jour et pas selon l'urgence de la situation. La famille Morales insiste. Il ne s'agit pas d'une fugue. Susanna est une adolescente très équilibrée, très respectueuse, elle est heureuse, elle prévient qu'elle prend la route et elle disparaît ensuite. Il est tout simplement impossible qu'elle ait fugué. Il lui est arrivé quelque chose, il faut la chercher dès maintenant. Mais les officiers de police n'écoutent pas. Ils continuent d'insinuer que Susanna a dû fuguer et qu'il n'y a pas assez de preuves pour lancer des recherches. Et pourtant, il n'existe pas de délai avant de déclarer une disparition. Ça n'existe tout simplement pas ces 48 heures, c'est pas une procédure policière. C'est tout simplement ces agents-là qui ont envie de répondre ça. Est-ce que les origines mexicaines vont jouer en défaveur de la famille Morales ? On se pose sérieusement la question. Les 48 heures passent dans l'agonie la plus totale pour la famille. Et surprise, Susanna n'est toujours pas rentrée chez elle. Le département de police du comté de Gwinnett commence à se dire qu'il ne s'agit peut-être pas d'une fugue, mais il va quand même falloir encore plusieurs semaines avant que l'affaire soit enfin considérée comme une disparition. Pendant ces semaines, la famille contacte les médias, ils vont alerter la communauté, ils essaient d'obtenir des informations, du soutien, tout pour ne pas laisser la disparition de Susanna tomber dans l'oubli. Ils impriment des flyers, ils interrogent les voisins, ils interrogent les entreprises locales, et c'est grâce à une des entreprises du quartier qui va remettre les enregistrements de ses caméras de surveillance qu'on va avoir une avancée dans l'enquête. Susanna y apparaît. Elle est en route un peu avant 22 h, elle remonte le chemin de chez son amie en direction de sa maison. Elle est sur le chemin du retour et donc pas du tout en train de fuguer. Alors que s'est-il passé? La famille va montrer cette vidéo aux enquêteurs en espérant les convaincre de les aider à chercher Susanna, mais visiblement, ce n'est pas assez convaincant pour eux. Imagine juste l'enfer pour cette famille qui se retrouve seule à chercher sa petite, parce que supplier la police de faire leur travail, ça ne marche pas, même avec une preuve. Ils n'ont pas la moindre aide de la part des autorités, dont c'est pourtant le travail, et en plus ils ont accès à bien plus de possibilités, à de l'équipement, etc. Ça vient encore une fois soutenir le Missing White Woman Syndrome, le syndrome de la femme blanche disparue, qui est le terme qui décrit l'attention disproportionnée qu'on accorde aux disparitions de femmes jeunes, belles et blanches de la classe moyenne supérieure par rapport aux disparitions de femmes issues de minorités. Et alors qu'aujourd'hui, on en a plus conscience de cet intérêt disproportionné, qu'on en parle de plus en plus, et notamment sur les réseaux sociaux, la police refuse toujours de faire son travail. Grâce à la chaîne de télé espagnole Telemundo Atlanta et à la médiatisation de l'affaire, chez la police, la pression commence un peu à monter. On publie enfin
un communiqué de presse le 29 août pour annoncer la disparition de Susanna. Ce communiqué de presse se tient quand même un mois après la disparition. Et encore, quel communiqué ils nous ont fait? Ils auraient rien dit que ça aurait été presque la même chose. Bien que toute personne disparue soit considérée comme en danger, dit le communiqué, rien n'indique pour le moment que Susana Morales soit en danger particulier et on ne pense pas qu'elle soit retenue contre son gré. Et pourtant, sa famille sait très bien qu'après un mois, Susanna n'est pas en vadrouille. Elle aurait appelé sa mère, sa sœur, son petit ami, une copine, ou bien il y aurait eu de l'activité sur ses réseaux sociaux. Et évidemment, elle ne serait pas restée de son plein gré loin sans prévenir personne. Au moins, la police à ce stade est impliquée dans les recherches. Et à l'automne, l'enquête avance enfin. La police du comté de Gwinnett explique qu'ils passent tout l'été et l'automne à recueillir des données téléphoniques, à interroger des témoins potentiels et à parler au personnel de l'école de Susanna. Ils assurent qu'ils traitent les affaires de mineurs disparus et en fugue de la même manière et que leur seul objectif est de confirmer la sécurité et le bien-être de Susanna depuis le début. C'est ça, ouais. C'est en analysant les données de géolocalisation du portable de Susanna que les enquêteurs ont enfin l'assurance que quelque chose ne va pas. À 18h, Susanna quitte le domicile familial de Santa Ana Drive à Norcross et elle se rend à pied chez sa copine Kelly à 15 minutes de chez elle. À 21h40, elle envoie un SMS à sa mère pour lui dire qu'elle rentre à pied. À 22h, Susanna n'est toujours pas rentrée. Et les données de géolocalisation de son portable indiquent qu'elle marche sur Singleton Road en direction de son domicile. Est-ce qu'elle a été ralentie? Vers 22h30, son téléphone indique sa dernière position connue, près de O'Clock Trace, donc à l'opposé de là où elle se rendait. Il s'est forcément passé quelque chose pour qu'elle parte dans la direction opposée. Les données de l'application Live 360 indiquent que quand elle change de direction, elle change aussi de vitesse. D'un seul coup, elle avance à plus de 65 km/h au lieu des 4 à 6 km/h d'une allure normale quand on marche. Susanna est donc montée dans une voiture. Mais dans la voiture de qui? Les semaines et les mois passent et rien n'avance. En janvier, la famille est enfin contactée par la police. On demande un échantillon ADN à Maria, la mère de Susanna. Susanna n'a pas été retrouvée, mais pour sa famille, c'est un très mauvais signe. C'est le cœur lourd que Maria va donner un échantillon de son ADN, sachant qu'il est probablement voué à reconnaître le corps de sa fille. Et malheureusement, elle a raison. Les semaines passent sans nouvelles de Susanna, l'enquête piétine quand le 6 février, un homme roule sur l'autoroute 326. Il décide de s'arrêter sur le bas-côté pour prendre un appel. Il n'est pas loin de Drowning Creek Road. Et alors qu'il est au téléphone, il fait les 100 pas, il avance dans les bois qui bordent la route. Et là, il tombe sur ce qui lui semble être des restes humains. Il aurait pu s'arrêter 10 mètres avant ou 10 mètres après, mais il aurait pu rester au téléphone dans sa voiture, mais par pur hasard, il fait cette macabre découverte. L'homme prévient les autorités qui arrivent sur place très vite et confirme qu'il s'agit bien de restes humains. Le corps est nu, allongé au sol sous un tas de feuilles, il est très décomposé après avoir passé plus de 6 mois là dehors. Il ne reste quasiment que les os. La zone est balisée, le corps est envoyé pour identification au médecin légiste du comté de Gwinnett. 2 jours plus tard, un agent appelle la famille Morales. Le cadavre retrouvé au bord de l'autoroute 326 vient d'être identifié grâce aux dents et à l'ADN qu'a fourni Maria. Il s'agit de Susana Morales, retrouvée à une trentaine de minutes en voiture de là où elle a été vue pour la dernière fois. C'est la fin de cette pathétique enquête pour disparition, et c'est l'enquête sur la mort de Susanna qui commence. Espérons que le travail sera mieux fait cette fois. Dans la zone balisée, on trouve la dépouille de Susanna, mais pas seulement. La police retrouve aussi un pistolet Glock chargé. Il s'agit d'une arme de service et elle appartient à un policier, un certain Miles Bryant. L'arme est signalée comme volée, et à ton avis, quand est-ce que le vol est signalé? Suspense, suspense, le 27 juillet, le matin suivant la disparition de Susanna. Miles déclare que sa voiture est cambriolée et que son portefeuille, sa carte d'identité militaire et son arme sont volés. Mais plus étrange encore, il ne demande pas d'enquête ou de recherche pour ce vol présumé. Ah bon? Évidemment, Miles Bryant devient le suspect numéro 1 et d'ailleurs le seul suspect dans cette affaire. Miles Bryant naît en l'an 2000 dans une famille de la classe moyenne à Lawrenceville, dans la banlieue d'Atlanta.
Il grandit dans une fratrie de 3 enfants. Miles est adopté, mais le foyer Bryant est un foyer stable. Son père Robert sert pendant 25 ans au sein du service de police du comté de DeKalb. Sa mère Laura est enseignante dans le primaire. La famille est très respectée dans la région. Miles étudie au lycée Lawrenceville où il joue dans l'équipe de football américain. Il n'est pas particulièrement remarquable dans ce rôle-là. Ses résultats scolaires aussi sont moyens, mais là où il s'éclate, c'est dans ses classes de préparation militaire qu'il suit à l'école. Miles, c'est un camarade de classe assez discret, mais plutôt sociable, donc vraiment rien à signaler sur sa jeunesse. Après l'obtention de son baccalauréat au lycée, il étudie pendant 2 ans au Georgia Gwinnett College sans obtenir de diplôme. Il rejoint l'académie de police en 2020, là aussi il est plutôt moyen, il obtient son badge en mai 2021 et il intègre le département de police de Doraville tout de suite après. Il se marie avec sa petite amie du lycée, mais ça ne va pas durer longtemps. Après 2 ans de mariage, elle n'en peut plus, il est contrôlant, il est très jaloux, possessif, elle demande le divorce. Un des amis d'enfance de Miles dira de lui qu'il se renferme après le divorce. Il passe beaucoup de temps sur des jeux vidéo, surtout des FPS. Les FPS, c'est des jeux de tir dans lesquels t'es vraiment dans le vif de l'action, avec le point de vue personnage principal, généralement à travers des combats type arme à feu, etc. Pour ceux qui connaissent, Call of Duty est un très bon exemple de FPS. Miles pratique aussi le tir, il fait de la musculation, mais ça va avec son métier. Tous les flics n'aiment pas forcément les donuts. Les collègues de Miles le décrivent comme un officier discret, mais plutôt efficace, toujours volontaire pour les patrouilles de nuit. Un de ses collègues va quand même raconter qu'il remarque que Miles fait parfois des commentaires très déplacés sur des adolescentes, mais il ne pense pas nécessaire de le signaler. C'est Miles, il est comme ça. C'est une phrase qui marche apparemment aussi pour Gérard. Malheureusement, comme ce collègue, l'entourage de Miles remarque aussi des tendances inquiétantes, mais personne ne les signale, on les prend pas vraiment au sérieux. Plusieurs plaintes informelles sont déposées par des jeunes femmes contre Miles. Il a visiblement plusieurs fois un comportement très inapproprié lors de contrôles de routine, par exemple. Il a aussi des antécédents de stalking, d'effraction et de harcèlement. Donc c'est pas du tout un comportement digne d'un policier, ou même digne d'un être humain en réalité. Pour rappel, la devise des policiers américains, c'est la même que celle des Français, Protect and Serve, protéger et servir. Dans le dossier de Miles, on retrouve un élément particulièrement marquant. Elisha Bates, une amie d'enfance de Miles, va porter plainte contre lui pour stalking, pour harcèlement. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 6 ans, ils se rencontrent dans la cour d'école, ils se perdent de vue vers l'âge de 16 ans. Des années plus tard, Miles tente de rétablir le contact avec elle, mais Elisha n'est pas vraiment intéressée. Et puisqu'elle le rejette, il devient agressif. Un voisin inquiet va montrer à Elisha une vidéo de la caméra de sa porte d'entrée. On y voit un homme qui rôde autour de la porte d'entrée d'Elisha. À plusieurs reprises, cet homme va tirer sur la poignée pour essayer d'ouvrir la porte. Il passe, il repasse en essayant plusieurs fois d'ouvrir la porte. Elisha l'identifie sur la vidéo, il s'agit de Miles Bryant. Elle est affolée par ce qu'elle voit et ça se comprend. Surtout quand on sait qu'un jour, cet homme entre par effraction dans son appartement. Heureusement qu'elle était sortie à ce moment-là. Alicia se rend sans tarder au commissariat de Doraville, là où Miles travaille, elle signale ce comportement terrifiant. Et après un petit rappel à l'ordre, Miles va arrêter du jour au lendemain de stalker Elisha. Donc oui, c'est un tout petit rappel à l'ordre, une petite discussion. Visiblement, la police traite ses officiers avec beaucoup de douceur et de compréhension à Doraville. Un dernier élément va ressortir du dossier de Miles. Au mois de mai 2022, quelques mois avant le meurtre de Susanna, il répond à un appel pour la disparition d'une jeune adolescente de 13 ans. La jeune fille finit par revenir chez elle, et Miles va aller la gronder, et il va lui dire quelque chose de très bizarre. Il lui dit « Tu te rends compte qu'il aurait pu t'arriver quelque chose? Qu'est-ce qui se passe si pendant ta fugue, tu te fais enlever, tu te fais violer, et on retrouve ton corps dans les bois ?» Au moment du meurtre de Susana Morales, Miles a 22 ans. Il vit et travaille en tant qu'agent de sécurité pour le complexe Sterling's Appartement, l'endroit où Susana vient voir son amie le soir de sa disparition. Les enquêteurs saisissent et analysent les données de son portable, et son historique de localisation permet de visualiser ses déplacements la nuit de la disparition de l'adolescente. Le portable de Miles se trouve dans la zone où est retrouvé le corps de Susana entre 22h30 et 2h du matin dans le bois en bordure de l'autoroute 326. Miles y revient le lendemain matin, 1 heure avant de déclarer le vol de ses affaires dans sa voiture. Il était probablement à la recherche de son arme à feu. En analysant son ordinateur, les enquêteurs remarquent que Miles a utilisé Flock, le système de tracking des plaques d'immatriculation. Il a recherché des informations concernant sa voiture et celle de son ex-petite amie quelques jours après la disparition de Susanna. Alors il est probablement en train d'essayer de s'inventer un alibi à ce moment-là.
D'autres recherches internet vont intéresser les enquêteurs, même si avec tout ce qu'on a déjà, c'est simplement la cerise sur le gâteau. Miles va rechercher des articles d'actualité sur l'affaire Susana Morales, sur la découverte du corps, et on a aussi des recherches Google assez parlantes. Combien de temps faut-il à un corps pour se décomposer? Comment êtes-vous identifié par vos dossiers dentaires? Ce niveau de négligence de la part d'un agent de police, enfin, quelque part tant mieux pour la famille Morales, parce qu'ils vont obtenir une réponse, mais de l'autre côté, tu te dis: «Putain, ça vole pas haut chez les flics, hein». À l'international, pas qu'en France. Alors évidemment, Miles va tenter de se défendre. Mais ça va pas, c'est pas moi, je vous ai dit que mon arme a été volée, j'ai même fait la déclaration officielle. Moi j'étais en train de m'occuper de mes affaires, d'ailleurs je me suis engueulée avec mon ex, elle m'a suivi en voiture et puis je suis rentrée chez moi. Mais son ex, Sanovia Parks, dit que cet alibi est faux. Elle n'a pas poursuivi son ex en voiture dans le quartier ce soir-là. Le 13 février, 5 jours après la découverte du corps de Susana, le jour de son enterrement, Miles Bryant est arrêté pour dissimulation d'un homicide et fausse déclaration de crime. Le 22 février, au vu des éléments de l'enquête, l'accusation évolue. Miles est accusé de l'enlèvement et de l'homicide de Susana. Mais Miles refuse de parler. Il n'avoue pas, il ne se justifie pas, il reste muet. On ne sait pas exactement et précisément ce qu'il se passe le soir du meurtre, mais grâce à l'enquête, on peut en avoir une reconstitution partielle. Vers 21h, Susana se prépare à partir de chez son amie Kelly pour rentrer chez elle. Comme à son habitude, elle active l'application Live 360 qui permet à sa mère de suivre son trajet. Elle a 15 minutes de marche entre le complexe Sterling Appartement et sa maison dans la rue Santa Ana. Elle doit longer une grande route qui est normalement très fréquentée, mais il est tard, on est mardi, pendant les grandes vacances d'été en plus, donc il n'y a pas grand monde. Susana avance tranquillement vers chez elle. Miles, qui n'est pas de service ce soir-là, est quand même à bord de son véhicule de service. Il repère Susana qui marche seule, il va la suivre. Pendant un moment, il s'arrête à son niveau et il va utiliser son statut de policier pour instaurer un climat de confiance. Il propose à l'adolescente de la raccompagner chez elle. Et l'occasion est trop belle. Il explique à Susana qu'elle est en danger, à être seule comme ça sur le bord de la route à cette heure-ci. On ne sait pas quel dégénéré peut bien arpenter les rues. Il va la déposer, c'est plus safe. Susana ne se doute pas un instant des mauvaises intentions de Miles. Elle est raccompagnée par un agent de police, qu'est-ce qui pourrait être plus safe? Elle monte dans la voiture de Miles et le piège se referme sur elle. Miles fait demi-tour presque instantanément, il part dans le sens opposé, et a priori, à ce moment-là, sur le chemin, il jette le téléphone de Susana en dehors de sa voiture, probablement pour qu'elle ne puisse pas être tracée. À ce moment-là, l'application Live 360 indique qu'il y a un accident de voiture. L'application fait le rapport entre la vitesse à laquelle avance Susana, donc plus de 65 km/h, et le choc, l'arrêt brusque dans son allure quand le téléphone est jeté et qu'il s'éteint aux alentours de O'Clock Trace. Miles emmène ensuite Susana dans une zone isolée, le bois, aux abords de l'autoroute 326, près de Drowning Creek Road. A priori, il est guidé par une pulsion sexuelle à laquelle il cède sans le moindre scrupule. Il va traîner Susana dans les bois, probablement sous la menace de son arme de service. Ensuite, les enquêteurs pensent qu'il tente d'agresser sexuellement l'adolescente, mais elle ne se laisse pas faire, et face à cette résistance, Miles la tue. Son corps, qui est très décomposé quand il est retrouvé plus de 6 mois plus tard, ne permettra pas de déterminer avec certitude la cause exacte de son décès. Mais a priori, Susana ne semble pas avoir été touchée par balle. La cause de son décès est estimée être la strangulation. Miles va ensuite abandonner le corps de l'adolescente, là, en pleine forêt, en plein milieu de la nuit, nue et seul. Le lendemain matin, il retourne sur la scène du crime. Alors attention, il n'est pas du tout à la recherche du corps de Susana, il cherche son arme de service. Il l'a perdue la veille, on ne sait pas comment. On peut imaginer que, puisqu'il était dans le bois, plongé dans l'obscurité, il fait nuit, son arme est tombée, peut-être qu'elle lui a échappé des mains pendant la lutte avec Susana, ou peut-être qu'il l'a tout simplement posée et qu'il ne l'a pas retrouvée. On ne saura jamais, sauf si Miles commence à parler. Miles cherche son arme de service, mais il ne la retrouve pas. Il décide donc de déclarer son arme et d'autres objets volés dès le lendemain matin. Il fait ensuite un grand ménage dans sa voiture de service, mais encore une fois, sa médiocrité va le trahir. On va retrouver des traces ADN de Susana qui vont résister à son nettoyage. Le 22 mai 2023, le procès de Miles Bryant s'ouvre devant la Cour supérieure du comté de Gwinnett. L'accusation a un dossier en béton, les données de géolocalisation placent Miles sur le lieu du crime, son arme de service est retrouvée sur le lieu du crime, il y a des traces de l'ADN de Susana dans son véhicule de service, on a aussi tous les témoignages sur son comportement, donc les témoignages suspects avant les faits, et aussi les jours suivant la disparition, sans oublier bien sûr les tentatives de dissimulation de preuves et les recherches internet. On a du circonstanciel, de l'ADN, des données mobiles, le mec est fini.
Un co-détenu, Monsieur Jones, va aussi témoigner. Il raconte que Miles se vante auprès de lui, que les policiers n'ont rien contre lui, pas de sang, pas de sperme, donc ils ne peuvent pas l'inculper pour ça. Miles lui demande s'il pense qu'il peut encourir la peine de mort, et Monsieur Jones lui dit que non, il faudrait quelque chose de plus grave pour la peine de mort. Tu te rends compte que c'est quand même un flic qui demande à un détenu à ton avis, est-ce que je risque la peine de mort? De son côté, la défense va tenter de pointer du doigt des failles dans l'enquête. On suggère notamment que d'autres suspects n'ont pas du tout été suffisamment investigués. Mais voyant que ça ne va pas passer, on plaide l'absence de préméditation. Et ce qu'on espère surtout, c'est éviter la peine maximale. Miles, lui, il refuse de parler, il ne dit pas un mot, ni même quand la famille de Susanna témoigne. La mère de sa victime va d'ailleurs s'adresser directement à lui. En larmes, elle décrit l'attente et l'incertitude pendant les mois de disparition de sa fille, la peur de la savoir en danger, la douleur de ne pas savoir si elle a faim, si elle a froid, si elle a peur, si elle a mal. Elle raconte ses appels quotidiens aux hôpitaux, à la police, ses nuits sans sommeil, à scruter son téléphone en espérant des nouvelles. Elle raconte comment le chagrin a détruit leur famille. Le père, Rodrigo, un homme d'ordinaire très réservé, va livrer un témoignage poignant sur ses derniers moments partagés avec sa fille. Il raconte comment le matin de sa disparition, Susanna lui prépare son petit déjeuner préféré, et il exprime sa culpabilité infinie de ne pas avoir insisté pour aller la chercher ce soir-là. La famille Morales exprime aussi sa colère face au manquement du département de police, les signalements de comportements inappropriés qui ne sont pas pris au sérieux, le fait que Miles puisse se promener en uniforme et dans sa voiture de service alors qu'il n'est pas en service, et bien sûr le temps interminable que prend l'enquête à démarrer, donc le délai avant de bien vouloir prendre en compte la disparition, et on évoque aussi le fait que la mère appelle d'elle-même, elle n'est pas tenue informée par la police avant 6 mois quand le corps de sa fille est retrouvé. Pendant tous les témoignages de la famille, Miles va rester impassible, et ça n'échappe pas aux membres du jury. Après 4 semaines de procès et 2 jours de délibération, le jury rend son verdict. Miles Bryant est reconnu coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement et d'abus de pouvoir. Par contre, il n'est pas reconnu coupable de viol ou de tentative de viol. Comme il le disait à son codétenu, Monsieur Jones, ils n'ont pas de sperme, ils ne peuvent pas l'accuser, et malheureusement, l'état avancé de décomposition du corps ne permet pas de le déterminer à l'autopsie. Ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé. Avant d'annoncer la sentence, la juge demande à Miles si elle a quelque chose à déclarer, et enfin, il ouvre la bouche. Il présente des excuses à la famille de Susanna en 2 mots. Je présente mes excuses à la famille de la victime, je suis désolé. Et la sentence tombe. Miles Bryant est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Les flics en tôle, j'adore. Aujourd'hui, Miles purge sa peine dans une prison de haute sécurité, protégée des autres détenus en raison de son statut d'ancien policier et de pointeur. C'est bien plus de sécurité que ce que lui, en tant qu'agent de la loi, a offert à la pauvre Susanna. Susanna Morales trahit 2 fois de suite par la police. La première fois, quand un homme en uniforme abuse de sa confiance pour commettre l'impensable, et la seconde fois, par le département entier qui prend un temps fou avant de se mettre à sa recherche. Une trahison impensable et insupportable. En 2023, 40% des personnes disparues sont des personnes racisées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes hispaniques, quand elles sont portées disparues, elles sont portées disparues même dans les données. Je t'explique. Il n'existe pas de décompte précis du nombre de femmes hispaniques portées disparues aux États-Unis, tout simplement parce qu'elles sont intégrées au décompte de disparition de femmes blanches, parce que hispanique, en fait, c'est inclus dans la race caucasienne. Donc c'est impossible de savoir s'il y a une différence de traitement des disparitions de femmes blanches et de femmes hispaniques. On sait que les personnes racisées sont en moyenne portées disparues plus longtemps que les personnes blanches, qu'elles sont en moyenne moins souvent retrouvées par la police que les personnes blanches, mais du coup ça ne prend pas en compte la différence avec les femmes hispaniques. En 2023, on sait que les femmes hispaniques représentent environ 8 à 10% des femmes disparues, mais ces données sont incertaines puisque visiblement les femmes hispaniques, elles ne méritent pas leur catégorie à part entière. Et au passage, plusieurs experts sont pour la création justement d'autres catégories, puisque sous la catégorie blanche ou caucasien, on compte aussi les Espagnols, les Arabes, des personnes qui en réalité mériteraient d'avoir leur propre catégorie. Avec ses antécédents de stalking, est-ce que Miles a prémédité son geste? Est-ce qu'il avait repéré Susanna avant? Ce qu'on sait, c'est qu'ils habitent pas loin l'un de l'autre. D'ailleurs, il est même voisin d'une amie proche de Susanna. Est-ce qu'il l'avait déjà observé sur son trajet habituel? Est-ce qu'il a d'autres victimes dont on n'a pas connaissance?
Tu te souviens peut-être de cette autre affaire similaire dont j'avais parlé sur Twitch en mars 2021, Sarah Evrard, une femme qui est enlevée alors qu'elle rentre de chez une amie. Elle est retrouvée morte quelques jours plus tard dans un bois. Le coupable, c'est Wayne Couzens, un officier de la police de Londres. Lui aussi va abuser de son statut de policier pour faire du mal à Sarah. Et en plus, on est dans un contexte Covid, donc on imagine que c'est comme ça qu'il l'a abordé. Dans les deux cas, ce sont des hommes assermentés qui ont trahi non seulement leur serment, mais aussi la confiance fondamentale que la société place en eux. Et je trouve que ces affaires atroces font quand même douter du process de recrutement et de surveillance des agents de force de l'ordre. On devrait avoir un peu plus de certitude sur leur moralité pour nous demander de leur faire confiance aveuglément. Protéger et servir, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.